communauté de passionnés. Ils viennent de tous les pays du monde. Plus de 1000 participants venant de 5 continents. Et ce soir, ils sont réunis à Paris pour la compétition la plus incroyable jamais organisée autour du Rubik's Cube. Switzerland versus Mexico. Malaysia 2 versus United States 3. Please place your hands on the timers. Leur passion, Ready, set, go. le speedcubing. Le but de la discipline, résoudre un cube mélangé le plus rapidement possible. Et c'est très spectaculaire. Quand on commence à y prendre goût, c'est quelque chose de très addictif. Quand on est en compétition, on ressent vraiment de l'adrénaline, c'est vraiment comme du sport. Quelque chose de vraiment incroyable, on n'atteint jamais ses limites quoi. Compétiteurs, organisateurs, champions ou simples passionnés, ils sont tous les acteurs d'un grand phénomène, le retour à la mode d'un objet mythique, le Rubik's Cube, objet culte des années 80. Rubik's Cube, du nom de son inventaire, Arnaud Rubik, 3 étages, 3 sur 3 sur 3. Le cube est devenu vite un phénomène de société. Un des jouets les plus vendus au monde jusqu'à aujourd'hui encore. Et en France, la communauté des speedcubeurs ne cesse de grandir autour de Victor, Jules, Alexandre, Abdelak et encore bien d'autres. Un engouement très relayé sur les réseaux sociaux. Alors, quelles sont leurs motivations? Comment sont-ils tombés dans le cube? Et quel sera leur parcours jusqu'à Paris cet été, In Paris, the World Championship 2017. où ils vont affronter les meilleurs Ready, set, go. et tenter de devenir champion du monde de Rubik's Cube. Je m'appelle Victor Collin, je suis étudiant à Nancy. Je suis étudiant en biologie. Donc là on est sur une fleur d'orchidée, donc on est à la loupe binoculaire, une loupe qui grossit énormément. Je pratique le Rubik's Cube depuis environ 6 ans et je fais des compétitions de speedcubing, donc la discipline qui consiste à le faire le plus vite possible, depuis à peu près 5 ans. Et en fait, c'est une épreuve de rapidité? Ouais, c'est que de la rapidité. C'est parti. On dirait un mille pattes. Combien? 12. Ah oui. Bon, je vous avais dit 10. Encore du signal qu'il y a quand même une différence de génération. Oui, mais... J'ai fait les championnats d'Europe 2014 au Danemark, les championnats d'Europe 2016 en République tchèque. Là, les Euros 2018, ce sera à Madrid en juillet, donc j'y serai. J'ai déjà vu des gens faire des Rubik's Cube, mais aussi vite, pas vraiment. Il a un vrai niveau qui est vraiment impressionnant. Ça me dépasse complètement. C'est comme tous les arts. Je veux dire, quand je vois quelqu'un qui joue du Chopin, ça m'inspire la même chose. Je veux dire, moi, je sais pas faire. Donc je suis admiratif. On peut dire que j'ai 2 vies finalement, une vie en compétition dans le milieu du speedcubing et une vie qui va être à la fac, une vie d'étudiant finalement avec des amis, des sorties un peu régulièrement. À la fac, bien sûr, les camarades de Victor connaissent tous sa passion pour le Rubik's Cube. Cet objet mythique ne laisse personne indifférent, alors que l'on aime ou pas,
Tout le monde a son avis sur la question. C'est marrant, c'est ludique. C'est vrai que c'est un bon moyen de détente aussi, ça change un petit peu. Ça déstresse. J'ai dû le commencer il y a une petite dizaine d'années et je l'ai toujours pas terminé. Le problème, c'est que j'ai pas de patience, donc ça m'énerve vite en fait, donc c'est pas quelque chose qui m'attire. J'ai jamais réussi à le résoudre. On a tous l'image en tête de l'enfance, ouais, j'ai retiré les gommettes pour le faire et tout. Et... Ça peut être un peu une prise de tête si vraiment on passe beaucoup de temps dessus. Ça fait mal à la tête, on est complètement perdu, on sait pas comment s'y prendre. Pour être bon dans le speedcubing, en fait, il faut forcément un certain nombre de qualités. Il faut persévérer, tout simplement. Il y a un énorme cliché qui dit qu'il faut être bon en maths, que c'est des geeks qui passent leur vie à faire ça, etc. Il faut pas être bon en maths, il faut avoir un certain esprit logique, mais il ne faut pas être un accro des maths pour réussir dans le Rubik's Cube. Toutes les personnes que je connais dans ce milieu-là, on a tous une vie totalement normale à côté, en fait. Alors moi par exemple, je suis étudiant en biologie et géologie pour être prof de SVT. Donc ce que je vois c'est surtout voilà, la biologie végétale, les plantes, tout ce qui concerne les roches, la tectonique des plaques, etc. Je fais du sport, j'ai fait du basket quand j'étais au lycée, là je fais du tennis actuellement. Donc c'est important vraiment de faire en sorte que ce cliché-là disparaisse le plus rapidement possible parce que c'est un petit peu dommage. À la base, je pense que c'est un petit peu le fruit du hasard si j'ai commencé. J'avais 14 ans, c'était pendant les grandes vacances en fait entre le collège et le lycée. J'en ai trouvé un qui était dans un tiroir, qui traînait depuis très longtemps. Et je me suis dit justement que ce serait sympa de savoir le faire. J'ai été voir sur internet et j'ai réussi assez rapidement à en résoudre un avec un tutoriel. C'est sûr que la toute première fois qu'on réussit à résoudre un Rubik's Cube, la satisfaction elle est énorme. On a l'impression que c'est pas faisable. La majorité des gens pensent que c'est pas faisable. Donc forcément quand on réussit à le faire pour la première fois, c'est de la satisfaction énorme. Voilà, on le voit vraiment totalement résolu, une couleur par face. Là, ce moment-là, il est assez magique, ouais. C'est après plusieurs mois que j'ai découvert une autre vidéo, un autre tutoriel sur internet qui l'a expliqué comment aller plus vite avec une autre méthode. Et là, ça m'a tout de suite motivé et j'ai passé vraiment des heures d'entraînement à essayer de comprendre ça, d'apprendre certaines choses. J'avais toujours un cube à portée de main, j'en avais un dans le sac au cas où j'ai une heure de libre ou quand j'étais chez moi, quand je regardais une série, de temps en temps j'avais juste un cube dans les mains, juste pour le tourner, m'entraîner à faire quelques séquences de mouvements assez rapidement. J'en avais toujours un à portée de main, oui. Donc oui, au début, il y a vraiment un côté addictif pour le coup. Très rapidement, j'ai vraiment bien aimé résoudre des cubes à une main. Et dès ma première compétition, il y a certaines personnes qui m'ont fait remarquer que j'avais vraiment du potentiel, que j'étais déjà très bon. Du coup, ça m'a surmotivé, je me suis entraîné. Et dès ma 4e compétition, j'ai été champion de France de Rubik's Cube à une main. À partir de là, les résultats s'enchaînent très vite pour Victor. Ici, vainqueur de la Coupe de France. Et les records aussi. J'ai fait notamment un record de France, premier temps en dessous de 10 secondes à une main, en France. Et là, c'était vraiment dingue, quoi. Mais si Victor est aujourd'hui un des speedcubeurs les plus connus en France, c'est pour une autre raison. Il fait des vidéos sur YouTube et en quelques années, il est devenu le blogueur français le plus suivi autour du Rubik's Cube. À un moment donné, en 2013, je me suis lancé sur YouTube en fait. J'ai voulu tout simplement faire un tutoriel pour apprendre aux autres à faire le Rubik's Cube. Donc j'ai fait une vidéo, je l'ai mise en ligne sur YouTube. Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment finir le Rubik's Cube de la manière la plus simple possible. Une vidéo rudimentaire, faite sur son bureau, dans cette chambre d'étudiant, et où seules ses mains sont filmées. Au début, j'étais pas très bon, il manquait un petit peu de lumière par exemple sur mon tutoriel, mais ça a très vite plu. Il y a très vite plein de monde qui se sont mis à commenter, à me donner leur avis par rapport à ça. J'ai fait d'autres vidéos, mais ce gros tutoriel là, il a vraiment explosé. Jusqu'à dépasser les 4 millions de vues, un score exceptionnel pour un blogueur débutant. Du coup maintenant, on en est à un stade où finalement quand on tape comment résoudre un Rubik's Cube ou alors tutoriel Rubik's Cube sur internet, on tombe directement sur ma vidéo.
Et finalement, grâce à ça, je suis devenu le youtubeur entre guillemets qui fait du Rubik's Cube en France, qui a le plus d'abonnés sur YouTube. Ça, c'est incroyable. Si on m'avait dit ça il y a 3 ans, je l'aurais jamais cru. Encouragé par ce succès inattendu, Victor met en ligne de nouvelles vidéos régulièrement. Salut tout le monde. Des tutoriels avancés sur le Rubik's Cube ou sur des cubes différents. Et pour faire grandir sa chaîne, il investit également dans du matériel vidéo. Actuellement, j'ai 3 caméras. C'est notamment avec ça que j'ai fait le tutoriel du 3x3 qui a plusieurs millions de vues. Celle-ci, je l'ai eue après en fait. Elle m'a servi notamment à faire des vidéos en slow motion, en ralenti, parce qu'elle filme avec beaucoup d'images par seconde. Donc ça a donné des belles vidéos de PLL au ralenti par exemple. Et celle-ci, elle fait des vidéos de meilleure qualité et en gros, toutes les vidéos que je sors maintenant actuellement, elles sont filmées avec celle-là. Un succès incroyable 40 ans après la création du Rubik's Cube. Un simple cube de plastique à 3 étages et 6 couleurs, mais qui est très vite devenu culte. La naissance du Rubik's Cube remonte à 1974. L'histoire se passe à Budapest, en Hongrie, alors pays du bloc de l'Est. Le Rubik's Cube a été créé par un architecte hongrois qui s'appelle Erno Rubik. Sauf qu'il ne l'a pas créé pour que ça soit un jeu, pour que ça devienne un jeu. Il a créé cet objet-là en tant qu'objet pédagogique pour ses élèves dans son école d'architecture. Il était prof d'architecture. Et il a voulu essayer de faire penser à ses élèves en 3 dimensions. Il a créé cet objet en bois, tridimensionnel, pour montrer l'interdépendance entre les différents axes et les différents éléments de son cube. Il faut s'imaginer dans la tête, si je fais tel mouvement, eh bien, où passe le petit cube qui était là au départ, après, où il va. Et le premier prototype d'Erno Rubik ne ressemble pas du tout au Rubik's Cube actuel. Il est fait de pièces de bois reliées entre elles par des élastiques, et surtout, les faces sont dépourvues de couleurs. L'histoire raconte qu'au cours d'un déjeuner avec un ami, celui-ci lui dit écoute, pour distinguer les faces les unes par rapport aux autres, parce que là ton cube il est neutre, mets des couleurs sur chaque face. Il s'exécute, il met des couleurs sur chaque face, et puis évidemment arrive ce qui doit arriver, il est mélangé, et là impossible pour lui de le refaire. Le Rubik's Cube vient de naître, une énigme qu'Erno Rubik lui-même ne sait pas résoudre. Et cette énigme le hante jour et nuit. Alors il va y consacrer tout son temps et son énergie. Et enfin, après plus d'1 mois et demi passé sur l'objet, la délivrance. Il arrive enfin à élaborer une solution et le cube retrouve sa forme originelle. Il s'est rendu compte que ça avait de l'intérêt dans son entourage, les gens voulaient vraiment le résoudre et il s'est dit pourquoi j'en ferais pas un jeu finalement, je peux peut-être gagner de l'argent avec. Donc il a commencé à distribuer ce cube-là, d'abord dans les pays de l'Est, en Hongrie bien sûr. Le casse-tête ne porte pas encore le nom de son inventeur. Il est alors vendu sous le nom de Magic Cube. C'est finalement des distributeurs américains qui découvrent le jeu sur un salon, qui décident de l'amener sur le marché américain. Et c'est là que le Rubik's Cube a littéralement explosé. Il en a vendu des tonnes et des tonnes dès le début. 150 millions d'objets vendus au début des années 80. Il a été jouet de l'année en 1980 et en 1981. C'est juste phénoménal, c'est un cas unique. Unique aussi dans ce contexte historique. La Hongrie s'ouvre à l'économie de marché en exportant des millions de Rubik's Cube et Erno Rubik devient un des tout premiers millionnaires de l'Est. À tel point que la légende dit que ça a été le premier Hongrois à pouvoir se payer une Ferrari. La folie Rubik's Cube est lancée, les premières compétitions s'organisent. Le Rubik's Cube est partout, on ne peut y échapper. Le cube s'est propagé très rapidement. Au début des années 80, c'était le jouet le plus vendu au monde, donc ça a été une mode vraiment incroyable. Tout le monde en avait un, mais personne ne savait le faire. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore tout ça. Et ensuite, ça a été un petit peu oublié. Le Rubik's Cube, il est un petit peu tombé dans l'oubli. Et au début des années 2000, avec le début d'Internet, avec le début des vidéos facilement accessibles, et ben on a eu un essor du speedcubing. Et donc depuis 2003, depuis le 2e championnat du monde en 2003 du coup, le speedcubing ne fait que progresser. On a de plus en plus de participants à chaque compétition.
Voilà, on a un essor qui est vraiment complètement dingue. Une folie à laquelle Victor goûte depuis 6 ans, avec plus de 30 compétitions à son actif. Une passion dévorante, mais qu'il doit laisser de côté de temps en temps. C'est assez compliqué d'avoir les deux vies en même temps, d'allier les deux en même temps, puisque évidemment mon objectif c'est quand même de devenir prof, donc j'ai un concours l'année prochaine à passer qui va être très important. Du coup de temps en temps je laisse tout simplement le cube de côté finalement pour me concentrer sur les révisions, sur les examens, etc. Quand j'ai des périodes d'examen comme en ce moment par exemple, là ça peut m'arriver de passer plusieurs semaines sans y toucher. Les autres étudiants, les personnes qui sont dans mon cercle d'amis, on va dire, n'ont pas une vie qui est aussi mouvementée puisque moi j'ai tendance à partir aux 4 coins de la France finalement pour aller en compétition. Ça m'arrive d'avoir des compétitions assez régulièrement à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Reims. Ça m'est arrivé de sortir de la France pour aller à des compétitions en Allemagne, en Belgique, à faire 2 championnats d'Europe différents, au Danemark et en République tchèque. Donc finalement oui, je voyage énormément. Et son prochain voyage l'emmène au championnat de France 2017 à Lille. C'est les championnats de France 2017. On voit l'ampleur de l'événement ici, on est 200 personnes. C'est du jamais vu en France. Victor y retrouve ses amis cubeurs, ainsi que toute la communauté française du cube. J'arrive à Lille pour les championnats de France, donc mes objectifs c'est clairement de finir champion de France de OH, de Rubik's Cube à une main. J'ai déjà un titre en 2014, mais en 2014 j'avais pas de concurrence. Là, j'ai de la concurrence qui est énorme. Il y a vraiment Juliette, Sébastien qui est en train de monter en puissance en ce moment. Il va y avoir normalement un très gros duel entre nous deux, mais il y a également d'autres personnes. Donc le titre va être très compliqué, mais c'est vraiment mon objectif. Ok, donc on va commencer par Alexandre Carlier. Alexandre Carlier qui a fait des résultats complètement dingues concernant le Rubik's Cube classique, le 3x3. Alexandre Thilleux, meilleur en France. Mais de très loin. C'est vraiment tous rencontrés en compétition. Paris. Strasbourg, Saarbrücken, Annecy. Généralement le vendredi soir avant la compétition, à chaque fois on se retrouve. C'est devenu des super potes en fait au fil des années. Et en compétition, on suit les résultats des autres, on est vachement ensemble. Alex,